Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Résumé des montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft. 1930. L'université miskatonique du Massachusetts, avec le financement de la fondation Nathaniel Derby Pickman, organise une expédition pour atteindre le cercle polaire antarctique. 4 professeurs spécialisés dans divers domaines, biologie, physique, météorologie, etc., leurs assistants, 16 étudiants diplômés et habiles mécaniciens, et 55 chiens, composent l'équipe qui embarque avec du matériel de forage et des avions à bord de 2 baleiniers. L'expédition miskatonique quitte Boston le 2 septembre, passe par le canal de Panama, s'arrête à Samoa puis à Hobart en Tasmanie. Le 25 octobre, les hommes atteignent la chaîne de l'Amirauté, puis établissent leur base aux pentes du volcan Erebus. J'espère que vous avez tout retenu, c'est très important, interrogation de Géo à la fin de l'histoire. En janvier 1931, après la découverte de spécimens géologiques inconnus, le professeur Lake décide d'explorer les terres au nord-ouest pour effectuer de nouveaux forages et minages. L'équipe découvre une nouvelle chaîne de montagnes, aussi vaste que l'Himalaya. Les plus hauts sommets présentent des formations étranges, en forme de cubes et des entrées de cavernes. Lake est... tous pendant que je lis, je te dirai rien. Lake et ses hommes établissent le camp avancé sur un plateau et commencent les premiers forages. Après avoir creusé dans les profondeurs d'une grotte souterraine, le groupe trouve les restes de créatures mi-végétales, mi-animales, complètement inconnues de la science. 6 des spécimens semblent en très mauvais état, 8 autres étant étonnamment préservés. La grande ancienneté de la strate géologique dans laquelle ces fossiles ont été trouvés pose problème du fait de leur stade d'évolution particulièrement avancé. En bref, à cette époque-là, il n'y avait que des êtres unicellulaires. Donc c'est chelou, ma gueule. En raison de leur ressemblance avec les créatures mythiques du Necronomicon d'Abdul al-Azred, les créatures sont nommées les Anciens. Le professeur Lake se prépare à une autopsie malgré une violente tempête. Le camp principal perd contact avec le groupe de Lake. Le professeur Dyer, qui est le narrateur, décide de monter une expédition de secours avec les hommes restants sur ces mystérieux contreforts enneigés. Il trouve le camp dévasté et les hommes déchiquetés, à l'exception d'un homme et d'un chien mystérieusement disparus. Près du camp, il trouve 6 monticules de neige en forme d'étoiles, chacun contenant l'une des créatures. Celles qui étaient en mauvais état, attention. Celles qui sont en bon état, elles sont plus là. Les scientifiques soupçonnent Jenny, le disparu, d'avoir eu un accès de démence au point de massacrer ses collègues et de s'être enfui avec le dernier chien et un traîneau. D'ailleurs, c'est très bizarre à dire en français d'ailleurs, Dyer et un étudiant, Danforth, décident alors d'explorer les montagnes à bord de l'un des avions. Ils découvrent une immense cité de pierres abandonnées, composée de cubes et de cônes, selon une architecture qui n'a rien d'humaine. Et voilà, tout à fait. Braves gens et chers rediff, bonsoir et bienvenue dans cette 3e soirée dédiée aux montagnes hallucinées d'Howard Phillips Lovecraft. À tout de suite, braves gens, pour une nouvelle soirée Horrifiques histoires.
Il serait difficile de donner un compte-rendu détaillé, suivi, de nos allées et venues dans ce dédale caverneux de maçonnerie primitive, mort depuis des millénaires. Ce repère monstrueux d'antiques secrets qui résonnait maintenant, pour la première fois, après des ères innombrables, au bruit de pas humains. C'est d'autant plus vrai que d'horribles drames et révélations se sont manifestés à la simple étude des motifs sculptés partout sur les murs. Nos photographies au flash de ces sculptures feront davantage pour établir la vérité de ce que nous divulguons à présent. Et il est désolant que nous n'ayons pu disposer d'une réserve plus importante de films. Cela étant, nous fîmes des croquis rudimentaires de certaines particularités frappantes quand tous nos films furent épuisés. Le bâtiment où nous étions entrés était de grande dimension, très élaboré, et nous laissa une idée impressionnante de l'architecture de ce passé géologique ignoré. Les cloisons intérieures étaient moins massives que les murs extérieurs, mais parfaitement conservées au niveau les plus bas. Une complexité labyrinthique comportant dans les sols de singulières différences de hauteur caractérisait tout l'ensemble. Et nous aurions sans doute été perdus dès le début sans la piste de papier déchiré que nous laissions derrière nous. Nous décidâmes d'explorer avant tout les parties supérieures les plus délabrées et grimpâmes donc de quelques 100 pieds tout en haut du dédale jusqu'au dernier étage de pièces béantes, enneigées et en ruines, ouvrant sur le ciel polaire. L'ascension se fit par les rampes de pierres abruptes à arêtes transversales ou les plans inclinés qui partout servaient d'escalier. Les chambres que nous rencontrâmes étaient de toutes les formes et proportions imaginables, des étoiles à 5 branches aux triangles et aux cubes parfaits. On peut dire sans risque d'erreur que la moyenne générale était de 30 pieds sur 30 de surface au sol, sur 20 pieds de haut, bien qu'il existât des salles beaucoup plus grandes. Après avoir examiné à fond les niveaux supérieurs et celui de la glace, nous descendîmes étage par étage dans la partie submergée, où nous nous trouvâmes vraiment dans un labyrinthe ininterrompu de pièces communicantes et de passages conduisant sans doute à l'infini dans d'autres secteurs hors de ce bâtiment particulier. La lourdeur et le gigantisme cyclopéen de tout ce qui nous entourait devenaient étrangement oppressants. Et il y avait quelque chose de vaguement, mais profondément inhumain dans tous les profils, dimensions, proportions, décorations et subtilités architecturaux de cette maçonnerie d'un archaïsme impie. Nous comprîmes bientôt, à ce que révélaient les sculptures, que la monstrueuse cité datait de millions et de millions d'années. Nous ne pouvons expliquer encore les principes techniques mis en œuvre dans l'équilibre et l'ajustement des énormes masses rocheuses, bien que manifestement, ils reposent en grande partie sur la fonction de l'arc. Les pièces que nous visitâmes étaient entièrement vides de meubles, ce qui confirma notre idée d'un abandon volontaire de la ville. Le trait essentiel de la décoration était l'utilisation quasi universelle de la sculpture murale. Elle courait en bande horizontale continue de 3 pieds de large, alternant du sol au plafond avec des frises d'égale largeur faites d'arabesques géométriques. Cette règle souffrait des exceptions, mais sa prépondérance était écrasante.
Souvent, cependant, une série de cartouches lisses portant des groupes de points bizarrement disposés s'encastraient le long d'une des bandes d'arabesques. La technique, nous le constatâmes bientôt, était élaborée, parfaite et esthétiquement évoluée au plus haut degré de maîtrise civilisée, bien que totalement étrangère dans tous ses détails à aucun art traditionnel connu de la race humaine. Je n'avais jamais rien vu qui en approche pour la finesse d'exécution. Les plus infimes détails de végétaux complexes ou de la vie animale étaient rendus avec une vérité stupéfiante, malgré l'échelle audacieuse des sculptures, tandis que les motifs stylisés étaient des merveilles d'habile subtilité. Les arabesques témoignaient de connaissances approfondies des principes mathématiques et se composaient de courbes secrètement symétriques et d'angles construits sur le chiffre 5. Les bandes illustrées suivaient une tradition extrêmement réglementée, impliquant un traitement singulier de la perspective, mais avec une puissance artistique qui nous émut profondément, en dépit de l'immensité du gouffre des périodes géologiques qui nous séparaient d'elles. Leur procédé graphique se fondait sur une étonnante juxtaposition de la coupe transversale et du profil à 2 dimensions, et concrétisait une psychologie analytique qui dépassait celle de toute race connue de l'Antiquité. Inutile d'essayer de comparer cet art avec aucun de ceux représentés dans nos musées. Ceux qui verront nos photographies trouveront sans doute beaucoup plus proches certaines imaginations grotesques des futuristes les plus audacieux. Le réseau de l'arabesque consistait uniquement en lignes creuses, dont la profondeur sur les murs intacts variait de 1 à 2 pouces. Quand apparaissaient les cartouches à points groupés, manifestement des inscriptions en quelques langues et alphabets primitifs inconnus, le creux de la surface était peut-être d'1,5 pouce et celui des points d'1 demi-pouce de plus. Les bandes illustrées étaient en bas-relief encastré, l'arrière-plan étant à 2 pouces à peu près de la surface du mur. Dans certains cas, on discernait les traces d'une ancienne coloration, mais dans l'ensemble, des temps incalculables avaient désagrégé et fait disparaître tous les pigments qu'on avait pu y appliquer. Plus on étudiait la merveilleuse technique, plus on admirait ces êtres. Sous leur stricte obéissance aux conventions, on saisissait l'observation minutieuse et fidèle, ainsi que l'habileté graphique des artistes. Et en fait, ces conventions elles-mêmes servaient à symboliser et mettre en valeur l'essence véritable ou les particularités vitales de chacun des objets représentés. Nous sentions aussi que, à côté de ces qualités identifiables, d'autres se dissimulaient, hors d'atteinte de nos perceptions. Certaines touches, ici et là, évoquaient vaguement des symboles secrets et des sollicitations qui, avec un autre contexte mental et affectif et un appareil sensoriel plus complet ou différent, auraient pu prendre pour nous une signification forte et profonde. Les thèmes des sculptures venaient indiscutablement de la vie contemporaine de leur création
et comportait une large proportion d'histoire. C'est cette exceptionnelle préoccupation historique chez la race primitive, par chance elle joua miraculeusement en notre faveur, qui rendit à nos yeux les sculptures si instructives et nous incita à faire passer avant toute autre considération leur photographie et leur transcription. Dans certaines salles, la disposition habituelle était modifiée par la présence de cartes, tracés astronomiques et autres croquis scientifiques à grande échelle, toutes choses qui apportaient une naïve et terrible confirmation de ce que nous avions recueilli à partir des frises et des lambris. En évoquant ce que révélait l'ensemble, j'espère ne pas susciter plus de curiosité que de salutaire prudence chez ceux qui me croiront. Il serait tragique que quelqu'un fût attiré vers ce royaume de mort par l'avertissement même destiné à l'en détourner. De hautes fenêtres et de massives entrées de 12 pieds coupaient ces murs sculptés, les unes et les autres gardant ici et là les panneaux de bois minutieusement polis et gravés des volets et portes eux-mêmes. Toutes les fixations métalliques avaient depuis longtemps disparu, mais certaines portes étant restées, il nous fallait les repousser de côté pour avancer d'une pièce à l'autre. Les châssis de fenêtres et leurs étranges carreaux transparents, pour la plupart elliptiques, survivaient par endroits, bien que peu nombreux. Beaucoup de niches aussi, de grandes dimensions, généralement vides, mais contenant parfois quelques bizarres objets façonnés dans la stéatite verte, soit cassés, soit tenus pour trop négligeables pour être déménagés. D'autres ouvertures étaient certainement liées à des commodités disparues, chauffage, éclairage, etc., telles qu'en évoquaient beaucoup de sculptures. Les plafonds étaient plutôt nus, mais avaient été quelquefois incrustés de stéatite verte ou d'autres carreaux, en grande partie tombés à présent. Les sols étaient également pavés de ces carreaux, bien que la maçonnerie prédomine. Comme je l'ai dit, tout mobilier et autres objets maniables étaient absents, mais les sculptures donnaient une claire idée des étranges choses qui remplissaient autrefois ces pièces sépulcrales et sonores. Au-dessus de la nappe de glace, les sols étaient généralement couverts d'une couche de détritus et de débris, mais on en trouvait moins en descendant. Dans certaines salles et galeries plus bas, il n'y avait guère que menus graviers et vestiges d'incrustations, alors que de rares espèces présentaient la troublante netteté d'un lieu fraîchement balayé. Naturellement, là où s'étaient produits des crevasses et des effondrements, les étages inférieurs étaient aussi jonchés de débris que ceux du haut. Une cour centrale, comme dans les autres immeubles que nous avions survolés, évitait aux régions intérieures une totale obscurité. Aussi, avions-nous eu rarement à nous servir de nos torches électriques dans les pièces du haut, sauf pour examiner le détail des sculptures. Sous la calotte glaciaire, cependant, la pénombre s'épaississait, et en beaucoup d'endroits, au niveau du sol encombré,
on approchait du noir absolu. Pour se faire même une vague idée de nos pensées et de nos impressions en pénétrant dans ce dédale de constructions inhumaines au silence d'éternité, il faut rapprocher un chaos déconcertant d'impressions, de souvenirs et d'émotions fugitives. L'Antiquité absolument accablante et la solitude mortelle des lieux auraient suffi à abattre toute personne sensible. Mais à cela s'ajoutaient, tout récemment, les horreurs inexpliquées du camp et les révélations des terribles sculptures murales autour de nous. Dès que nous tombâmes sur une frise intacte qui ne laissait place à aucune ambiguïté, il ne nous fallut qu'un instant d'examen pour saisir l'atroce vérité. Vérité dont il eût été naïf de prétendre que Danforth et moi ne l'avions pas déjà pressentie, chacun de son côté, bien que nous ayons évité d'y faire même allusion entre nous. Impossible désormais de recourir au doute quant à la nature des êtres qui avaient construit et habité cette monstrueuse cité, morte depuis des millions d'années, quand les ancêtres de l'homme étaient des mammifères primitifs, archaïques, et que les énormes dinosaures erraient par les steppes tropicales d'Europe et d'Asie. Nous nous étions jusque-là raccrochés, chacun pour soi, à l'idée désespérée et insistante que l'omniprésence de ce motif à 5 pointes ne représentait que l'exaltation culturelle ou religieuse de l'objet naturel archéen qui concrétisait si clairement la qualité du pentapunctisme. De même que des motifs décoratifs de la Crète minoenne exaltaient le taureau sacré, ceux de l'Égypte le scarabée, ceux de Rome la louve et l'aigle, et ceux des diverses tribus sauvages, quelque animal totem élu. Mais cet ultime refuge nous était désormais refusé, et il nous fallait affronter catégoriquement la découverte, éprouvante pour la raison, et que le lecteur de ces pages a sans doute prévu depuis longtemps. Même maintenant, je peux à peine supporter de l'écrire noir sur blanc. Mais peut-être ne sera-ce pas nécessaire. Les êtres qui avaient autrefois érigé et habité cet effroyable monde de pierre à l'époque des dinosaures n'étaient pas des dinosaures. C'était bien pire. Cela n'étaient que de simples créatures récentes et presque sans cervelle. Mais les bâtisseurs de la cité, savants et vieux, avaient laissé des traces sur des roches qui étaient là depuis près de 1000 millions d'années, avant que la vie véritable de la Terre ait progressé au-delà d'un groupe de cellules malléables, avant que la vie véritable ait seulement existé sur Terre. Ils furent les créateurs et les tyrans de cette vie, et sans aucun doute les modèles des vieux mythes démoniaques auxquels font allusion les manuscrits pnacotiques et le Necronomicon dans des textes épouvantables. Ils étaient les grands anciens qui s'étaient infiltrés depuis les étoiles sur la terre encore jeune. Ces êtres
dont une évolution extraterrestre avait façonné la substance et dont les pouvoirs étaient tels que la planète n'en avait jamais connu. Et dire que la veille seulement, Danforth et moi avions réellement examiné les fragments de leur substance fossilisée depuis des millénaires, et que le pauvre Lake et son équipe les avaient vus complets. Il m'est naturellement impossible de rapporter dans leur ordre exact les étapes selon lesquelles nous y recueillîmes ce que nous savons de ce chapitre monstrueux de la vie préhumaine. Après le premier choc de la révélation indiscutable, il nous fallut faire une pause, le temps de nous remettre. Et il était 3 heures au moins quand nous entreprîmes notre vraie recherche méthodique. Dans le bâtiment où nous étions entrés, les sculptures étaient relativement récentes, peut-être 2 millions d'années, comme le prouvaient les particularités géologiques, biologiques et astronomiques. Elles exprimaient un art qu'on aurait dû dire décadent en comparaison des exemples découverts dans des constructions plus anciennes, une fois franchis des ponts sous la nappe de glace. Un édifice taillé en pleine roche semblait remonter à 40 ou peut-être même 50 millions d'années, au bas Éocène ou haut Crétacé, et contenait des bas-reliefs d'un art supérieur, à une importante exception près à tout ce que nous avions rencontré. Ce fut, nous en convînmes plus tard, la plus ancienne structure domestique que nous visitâmes. Sans le complément des clichés qui seront bientôt rendus publics, je me serais abstenu de raconter ce que j'ai trouvé et ce que j'en ai conclu, de peur d'être enfermé comme fou. Bien sûr, les tout premiers épisodes de ce patchwork historique, représentant la vie préterrestre des êtres à tête en étoile sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies et d'autres univers, peuvent aisément être interprétés comme la mythologie fantastique de ces êtres eux-mêmes. Encore ces épisodes comportent-ils quelquefois des dessins et diagrammes si étrangement proches des dernières découvertes en mathématiques et en astrophysique que je ne sais trop qu'en penser. Laissons les autres juger quand ils verront les photos que je publierai. Naturellement, aucune des séries de sculptures que nous avons rencontrées ne comptait plus qu'une fraction de telle ou telle histoire, et nous n'avons pas trouvé les différentes étapes de cette histoire dans leur ordre correct. Certaines salles immenses constituaient des unités indépendantes dont l'illustration était cohérente, tandis que dans d'autres cas, une chronique suivie pouvait continuer le long d'une série de salles et de couloirs. Les meilleurs diagrammes et cartes se trouvaient sur les murs d'un effrayant abîme au-dessous même du sol primitif. Une caverne d'environ 200 pieds carrés et 60 pieds de haut, qui avait dû être, presque à coup sûr, une sorte de centre éducatif. Il y avait beaucoup de répétitions irritantes du même thème dans différentes pièces et constructions. Certains chapitres résumés ou phrases de l'histoire de la race ayant été privilégiés par les décorateurs ou les habitants. Quelquefois pourtant, différentes variantes d'un même thème s'avèrent utiles
pour établir des points indiscutables ou combler des lacunes. Je m'étonne encore que nous ayons déduit tant de choses dans le temps très court dont nous disposions. Certes, nous n'avions alors que le schéma le plus sommaire, et nous en apprîmes bien davantage par la suite en étudiant les photos et les croquis que nous avions pris. C'est peut-être l'effet de ces dernières observations, les souvenirs ravivés et les impressions vagues se combinant avec sa sensibilité propre et cet ultime aperçu d'horreur dont il refuse de préciser, même à moi la nature, qui a été la source directe de l'effondrement actuel de Danforth. Mais cela devait arriver, car nous ne pouvions publier avec pertinence notre mise en garde sans l'information la plus complète, et la diffusion de cette mise en garde est d'une importance primordiale. Certaines influences qui subsistent dans ce monde inconnu de l'Antarctique au temps déréglé et sous une loi naturelle étrangère commandent impérativement qu'on décourage toute nouvelle exploration. Chapitre 7. Et oui, je sais, tout à l'heure j'ai dit 5. Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Le récit complet, dans la mesure où il est déchiffré, paraîtra sous peu dans un bulletin officiel de l'université de Miskatonic. Je ne retracerai ici que les points les plus marquants, de façon sommaire et décousue. Mythe ou non, les sculptures racontaient l'arrivée sur la terre naissante, sans vie, de ces êtres à tête en étoile, venus de l'espace cosmique. Leur arrivée est celle de beaucoup d'autres entités étrangères, telles qui s'en engagent à certaines époques dans la découverte spatiale. Ils semblaient capables de traverser l'éther interstellaire sur leurs immenses ailes membraneuses, confirmant ainsi, curieusement, l'étrange folklore des collines que m'avait autrefois conté un collègue archéologue. Ils avaient longtemps vécu sous la mer, édifiant des villes fantastiques et livrant d'effroyables combats à des adversaires sans nom, au moyen d'engins compliqués qui utilisaient de nouveaux principes énergétiques. Leurs connaissances scientifiques et mécaniques dépassaient évidemment celles de l'homme d'aujourd'hui, bien qu'ils ne fissent usage des formes les plus poussées et les plus étendues qu'en cas de nécessité. Certaines sculptures suggéraient qu'ils avaient connu une phase de vie mécanisée sur d'autres planètes, mais en étaient revenus, jugeant ces effets décevants au niveau affectif. L'extraordinaire fermeté de leur organisme et la simplicité de leurs besoins élémentaires les rendaient particulièrement aptes à un haut niveau de vie sans les produits spécialisés de fabrication artificielle et même sans vêtements, sinon comme protection éventuelle contre les éléments. Ce fut sous la mer, d'abord pour se nourrir, plus tard pour d'autres besoins, qu'ils créèrent la première vie terrestre, se servant des substances disponibles selon des procédés connus de longue date. Les expériences les plus élaborées
suivirent l'anéantissement de divers ennemis cosmiques. Ils en avaient fait autant sur d'autres planètes, ayant fabriqué non seulement les nourritures indispensables, mais certaines masses protoplasmiques multicellulaires susceptibles de façonner leurs tissus en toutes sortes d'organes provisoires sous influence hypnotique et obtenant ainsi des esclaves idéales pour les gros travaux de la communauté. Ces masses visqueuses étaient certainement ce qu'Abdul al-Azred appelle à mots couverts les Shoggoths dans son effroyable Necronomicon, bien que même cet arabe fou n'ait jamais évoqué leur existence sur Terre, si ce n'est dans les rêves des mâcheurs de certains alcaloïdes végétales. Quand les anciens à tête d'étoile eurent synthétisé sur cette planète leurs formes alimentaires simples et élevé une bonne réserve de Shoggoths, ils développèrent d'autres groupes cellulaires sous d'autres formes de vie animale et végétale pour différents usages, éliminant celles dont la présence devenait encombrante. Avec l'aide des Shoggoths, qui pouvaient se développer jusqu'à porter des poids prodigieux, les petites et modestes villes sous-marines s'agrandirent en vastes et imposants labyrinthes de pierre, assez semblables à ceux qui plus tard s'élevèrent sur la terre. À la vérité, les anciens, éminemment adaptables, avaient vécu sur Terre plus qu'en d'autres parties de l'univers et conservaient probablement beaucoup de traditions de la construction terrienne. En étudiant l'architecture de toutes ces cités paléogènes sculptées, y compris celles dont nous parcourions actuellement les couloirs millénaires, nous fûmes frappés d'une singulière coïncidence que nous n'avions pas encore tenté d'expliquer, même pour nous. Les sommets des immeubles, qui dans la ville actuelle autour de nous avaient évidemment été réduits en ruines informes par les intempéries des éternités plus tôt, figuraient clairement dans les bas-reliefs, montrant d'immenses bouquets de flèches en aiguille, de délicats fleurons au sommet de certains cônes et pyramides, et des étages de minces disques festonnés, coiffant horizontalement des cheminées cylindriques. C'était exactement ce que nous avions vu dans ce mirage monstrueux et sinistre, projeté par une cité morte, d'où de tels détails de profil avaient disparu depuis des milliers et des dizaines de milliers d'années, et qui surgit à nos yeux ignorants par-dessus les insondables montagnes du délire quand nous parvînmes la première fois au camp maudit du malheureux Lake. Sur la vie des anciens, sous la mer, et après qu'une partie d'entre eux émigrèrent sur Terre, on pourrait écrire des volumes. Ceux qui vivaient en eau peu profonde avaient gardé le plein usage de leurs yeux, au bout des 5 tentacules principaux de la tête, exerçant, comme de coutume, les arts de la sculpture et de l'écriture
celle-ci avec un stylet sur des tablettes de cire à l'épreuve de l'eau. D'autres, plus bas dans les profondeurs de l'océan, utilisant pour produire la lumière de curieux organes phosphorescents, complétaient leur vision par des sens spéciaux qui agissaient mystérieusement par les cils prismatiques de leur tête, sens qui rendaient tous les anciens particulièrement indépendants de la lumière en cas de nécessité. Leur forme de sculpture et d'écriture avait singulièrement évolué pendant la descente, empruntant certains procédés de revêtement apparemment chimiques, sans doute pour produire la phosphorescence, mais que les bas-reliefs ne purent nous faire comprendre. Ces créatures se déplaçaient dans la mer, en partie en nageant, en se servant de leurs bras latéraux de crinoïdes, et en partie en agitant l'étage inférieur de tentacules comportant le pseudopode. Ils pouvaient éventuellement faire de longues plongées, en s'aidant de 2 ou plus de leurs jeux d'ailes en éventail. À terre, ils utilisaient localement le pseudopode, mais volaient parfois à de grandes hauteurs ou sur de longues distances avec leurs ailes. Les nombreux tentacules plus minces, ramifications des bras crinoïdes, étaient infiniment délicats, souples, forts et précis dans la coordination musculo-nerveuse, assurant une adresse et une dextérité extrêmes dans toutes les activités artistiques ou autres opérations manuelles. Leur résistance était presque incroyable. Même les terrifiantes pressions des plus profonds abîmes sous-marins semblaient impuissantes à leur nuire. Apparemment, très peu mouraient, sinon de mort violente, et leur sépulture était très rare. Le fait qu'ils surmontaient leur mort, inhumés verticalement, de tertre à 5 pointes gravées, réveilla chez Danforth et chez moi des pensées qui rendirent nécessaire une nouvelle pause pour récupérer après cette révélation des bas-reliefs. Ils se multipliaient par des spores, comme les plantes ptéridophytes, ainsi que Lake l'avait soupçonné, mais leur prodigieuse résistance et leur longévité rendant la relève inutile, ils n'encourageaient pas le développement sur une grande échelle de nouveaux protales, sauf quand ils avaient de nouveaux territoires à coloniser. Les jeunes mûrissaient vite et recevaient une éducation évidemment très éloignée de toutes les normes que nous pouvons imaginer. La vie intellectuelle et esthétique prédominante était très évoluée et entretenait un ensemble d'usages et d'institutions extrêmement stables que je décrirai plus complètement dans une étude à venir. Ceci différait légèrement selon qu'on vivait dans la mer ou sur terre, mais gardait pour l'essentiel même base et même principe. Capables comme les plantes de tirer leur alimentation de substances inorganiques, ils préféraient de beaucoup la nourriture organique et surtout animale. Sous la mer, ils mangeaient crus les bêtes marines
mais à terre, ils faisaient cuire leur viande. Ils chassaient le gibier et élevaient du bétail, qu'ils abattaient avec des armes acérées, dont notre expédition avait observé les traces singulières sur certains os fossiles. Ils supportaient remarquablement toutes les températures habituelles et, à l'état naturel, pouvaient vivre dans l'eau jusqu'à la congélation. Cependant, après le grand refroidissement du Pléistocène, près d'1 million d'années plus tôt, les habitants de la Terre durent recourir à des mesures exceptionnelles, y compris au chauffage artificiel. Du moins, jusqu'à ce que les froids mortels les aient, semble-t-il, ramenés à la mer. La légende rapporte qu'au temps de leur vol préhistorique dans l'espace cosmique, ils avaient absorbé certains produits chimiques qui les libéraient presque entièrement de la nourriture, de la respiration et des conditions de température. Mais à l'époque glaciaire, ils avaient perdu le souvenir de leur méthode. Ils n'auraient pu de toute façon prolonger indéfiniment sans dommage cet état artificiel. Étant, par nature, semi-végétaux et ignorant l'accouplement, les anciens n'avaient pas de base biologique pour le stade familial de la vie des mammifères. Mais ils semblaient organiser de grandes communautés sur les principes d'une heureuse distribution de l'espace et, comme nous en jugeâmes par les images d'activité et de distraction des habitants, d'association par affinité d'esprit. Le mobilier chez eux occupait le centre des vastes salles, laissant libre pour la décoration toute la surface des murs. L'éclairage, pour les terriens, était assuré par un dispositif de nature probablement électrochimique. Sur Terre, comme sous les eaux, ils utilisaient d'étranges tables, sièges et lits de forme cylindrique, car ils se reposaient et dormaient debout, tentacules repliés, et des casiers pour les séries articulées de surfaces couvertes de points qui leur servaient de livres. Le gouvernement, évidemment complexe, était sans doute socialiste, bien que nous n'ayons pu tirer des sculptures aucune conclusion probante à cet égard. Il se faisait un commerce important, localement et entre les différentes villes, certains petits jetons plats à 5 pointes et gravés étant utilisés comme monnaie. Les plus petites des stéatites verdâtres découvertes par notre expédition en étaient vraisemblablement. Bien que la civilisation fût essentiellement urbaine, il y avait un peu d'agriculture et beaucoup d'élevage. On exploitait des mines et quelques entreprises industrielles limitées. Les voyages étaient très fréquents, mais les migrations durables paraissaient relativement rares, sauf en de larges opérations de colonisation que justifiait le développement de la race. Pour les déplacements personnels, il n'était besoin d'aucune aide extérieure, puisqu'à terre, dans l'air et dans l'eau, les anciens pouvaient atteindre par eux-mêmes des vitesses fantastiques. Les charges, cependant, étaient tirées par des bêtes de somme, des chogottes sous la mer et une curieuse variété de vertébrés primitifs dans les dernières années de l'existence terrestre.
Ces vertébrés, comme aussi une infinité d'autres formes de vie, animales et végétales, marines, terrestres et aériennes, étaient le produit d'une évolution non dirigée, agissant sur les cellules vivantes fabriquées par les anciens, mais échappant à leurs rayons d'action. On les avait laissés se développer parce qu'ils ne s'étaient pas trouvés en conflit avec les créatures au pouvoir. Les formes encombrantes, bien sûr, avaient été automatiquement exterminées. Nous vîmes avec intérêt dans les sculptures les plus récentes et décadentes un mammifère primitif à l'allure maladroite, dont les terriens se servaient tantôt comme nourriture, tantôt comme bouffon pour s'en amuser, et dont les préfigurations vaguement simiesques et humaines étaient incontestables. Lors des constructions de villes terrestres, les énormes blocs de pierre des hautes tours étaient généralement portés par des ptérodactyles aux ailes immenses d'une espèce jusqu'à présent inconnue de la paléontologie. L'obstination que mettaient les anciens à survivre aux diverses évolutions géologiques et aux convulsions de la croûte terrestre tenait presque du miracle. Bien que peu ou aucune de leurs premières cités ne semble avoir subsisté après la période archéenne, il n'y eut pas de coupure dans leur civilisation ni dans la transmission de leurs chroniques. C'est dans l'océan Antarctique qu'ils apparurent d'abord sur la planète, sans doute peu après que la matière de la Lune eût été arrachée au Pacifique Sud tout proche. Selon l'une des cartes gravées, le globe entier était alors sous l'eau, les villes de pierre s'éparpillant de plus en plus loin de l'Antarctique au cours des temps immémoriaux. Une autre carte montre une masse considérable de terre sèche autour du pôle sud, où il est évident que certains de ces êtres établissaient des colonies expérimentales, bien que leurs principaux centres aient été transférés aux fonds marins les plus proches. Les dernières cartes, où l'on voyait ces terres fissurées et dérivant, certaines parties détachées en direction du nord, confirmaient de manière frappante les théories de la dérive des continents avancées par Taylor, Wegener et Joly. Avec le soulèvement d'une nouvelle terre dans le Pacifique Sud, des événements terribles survinrent. Plusieurs des cités marines furent irrémédiablement détruites, et ce ne fut pas le pire malheur. Une autre race terrestre d'êtres en forme de pieuvres, probablement la fabuleuse progéniture préhumaine de Cthulhu, commença bientôt à s'infiltrer du fond des infinis cosmiques et déclencha une guerre monstrueuse qui, pour un temps, ramena tout à fait les anciens à la mer. Un coup terrible pour les colonies terrestres en plein développement. Plus tard, on fit la paix et les nouveaux territoires furent attribués aux rejetons de Cthulhu, tandis que les anciens gardaient la mer et les anciennes terres. De nouvelles villes furent fondées à terre, la plus importante dans l'Antarctique, car cette région du premier établissement était sacrée. Dès lors, comme auparavant, l'Antarctique resta le centre de la civilisation des anciens, et toutes les cités repérables qu'avaient édifiées ceux de Cthulhu furent anéanties. Puis soudain, les terres du Pacifique sombrèrent de nouveau, entraînant avec elles la terrifiante ville de pierre de Riley et toutes les pieuvres cosmiques
de sorte que les anciens retrouvèrent leur suprématie sur la planète. Sauf quant à une menace obscure dont ils n'aimaient pas parler. À une époque assez récente, ils avaient construit sur toutes les terres et dans toutes les mers du globe, d'où la recommandation de ma future monographie que quelque archéologue entreprenne des forages systématiques avec le dispositif de Pabodie dans certaines régions largement réparties. De l'eau vers la terre, le mouvement s'affirma au cours des âges, tendance encouragée par l'apparition de nouveaux territoires, bien que l'océan ne fût jamais complètement abandonné. Une autre cause de cette orientation fut le problème imprévu que posèrent l'élevage et la direction des shogots dont dépendait la prospérité de la vie marine. Avec le temps, ainsi qu'en convenaient tristement les sculptures, l'art de créer d'autres formes de vie à partir de la matière inorganique s'était perdu, si bien que les anciens ne pouvaient que façonner ce qui existait déjà. Sur Terre, les grands reptiles se montraient des plus dociles, mais les shogots de la mer, se reproduisant par division et acquérant un inquiétant degré d'intelligence, soulevèrent un certain temps une formidable difficulté. Ils avaient toujours été sous contrôle, grâce à la suggestion hypnotique des anciens, modelant provisoirement leur robuste plasticité en divers membres et organes utiles. Mais à présent, leur faculté d'autofaçonnage se déclenchait parfois toute seule et en diverses formes d'imitation inspirées de suggestions passées. Ils avaient, semble-t-il, développé un cerveau semi-permanent, dont les actes volontaires indépendants et parfois obstinés répondaient à la volonté des anciens, sans toujours lui obéir. Les images sculptées de ces shogots nous remplissaient, Danforth et moi, d'horreur et de dégoût. C'étaient des êtres sans forme propre, faits d'une gelée visqueuse qui semblait une agglutination de bulles, et chacun pouvait atteindre en moyenne 15 pieds de diamètre quand il prenait une forme sphérique. Mais il changeait sans cesse d'aspect et de volume, projetant des appendices provisoires ou de simili-organes de la vue, de l'ouïe et de la parole, à l'imitation de leur maître, soit spontanément, soit sur suggestion. Ils étaient apparemment devenus intraitables depuis le milieu de l'époque permienne, peut-être 150 millions d'années plus tôt, lorsqu'une guerre en règle avait été menée contre eux par les anciens de la mer pour les ramener à la soumission. Les images de cette guerre et l'usage typique des shogots de laisser les cadavres de leurs victimes sans tête et couverts de bave gardaient un caractère extraordinairement terrifiant en dépit des abîmes de temps écoulés depuis. Les anciens, ayant eu recours contre ces entités rebelles à des armes de désintégration moléculaire, avaient fini par remporter une victoire complète. Après quoi, les sculptures montraient une période de dressage où les shogots étaient matés par les anciens armés, comme les chevaux sauvages de l'Ouest américain le furent par les cow-boys. Bien qu'ils aient prouvé au cours de leur révolte qu'ils pouvaient vivre hors de l'eau, cette évolution ne fut pas encouragée,
puisqu'ils n'étaient utiles à terre qu'en proportion de leur docilité. Pendant l'époque jurassique, les anciens rencontrèrent de nouvelles épreuves sous la forme d'une autre invasion de l'espace extérieur. Cette fois, de créatures mi-champignons, mi-crustacés, venant d'une planète qu'on peut identifier avec le lointain Pluton, récemment découvert. Les mêmes, indiscutablement, que celles qu'évoquent certaines légendes confidentielles du Nord, perpétuées dans l'Himalaya sous le nom de Migo ou abominable homme des neiges. Pour les combattre, les anciens tentèrent, pour la première fois depuis leur arrivée sur Terre, une nouvelle sortie dans l'éther planétaire. Mais en dépit de tous leurs préparatifs traditionnels, il ne leur fut plus possible de quitter l'atmosphère terrestre. Quel qu'était le vieux secret du voyage interplanétaire, il était maintenant perdu à jamais pour leur race. Finalement, les Migos les repoussèrent de tous les territoires du Nord, sans rien pouvoir cependant contre ceux de la mer. Peu à peu commença le lent recul de l'antique race jusqu'à son habitat antarctique originel. Chose curieuse que l'on observait dans les représentations de bataille, les rejetons de Cthulhu, aussi bien que les Migos, semblaient faits d'une matière plus différente encore de ce que nous connaissons que celle des anciens. Capables de métamorphose et de réintégration interdite à leurs adversaires, ils devaient pourtant être issus de gouffres plus lointains de l'espace cosmique. Les anciens n'étaient leur résistance extraordinaire et leur qualité vitale particulière restaient strictement matérielles et devaient avoir pris naissance à l'intérieur du continuum connu de l'espace-temps, tandis qu'on ne pouvait risquer que les suppositions les plus hasardeuses sur les sources premières des autres entités. Tout cela, bien sûr, en admettant que les liens non terrestres et les anomalies attribuées aux traîtres envahisseurs ne soient pas pure mythologie. On peut imaginer que les anciens aient inventé toute une structure cosmique pour expliquer leurs éventuelles défaites, car la passion historique et la fierté étaient manifestement leurs moteurs psychologiques essentiels. Il est significatif que leurs annales passent sous silence beaucoup de races évoluées et puissantes, dont les cultures remarquables et les imposantes cités figurent durablement dans certaines mystérieuses légendes. L'évolution du monde à travers les longues périodes géologiques apparaît avec une vérité frappante dans beaucoup de cartes et de scènes gravées. Dans certains cas, la science actuelle devra être révisée, tandis que dans d'autres, ces audacieuses déductions se voient magnifiquement confirmées. Comme je l'ai dit, l'hypothèse de Taylor, Wegener et Joly, selon laquelle tous les continents sont des fragments d'une terre antarctique originelle, qui se fissura sous la pression centrifuge en s'éloignant à la dérive sur un soubassement en principe visqueux, hypothèse inspirée entre autres par les profils complémentaires de l'Afrique et de l'Amérique du Sud et la façon dont les grandes chaînes montagneuses sont roulées et repoussées,
Cette hypothèse reçoit d'une source étrange une consécration frappante. Les cartes représentaient clairement le monde carbonifère d'il y a 100 millions d'années ou davantage, mettant en évidence les crevasses et les gouffres qui sépareraient plus tard l'Afrique des territoires autrefois continus de l'Europe, alors la Valusia de la légende infernale primitive, mais l'Asie, les Amériques et le continent antarctique aussi. D'autres cartes, et la plus significative concernant la fondation 50 millions d'années plus tôt de l'immense ville morte qui nous entourait, montraient tous les continents d'alors bien distincts. Et dans le dernier exemple étudié, datant peut-être du Pliocène, le monde d'aujourd'hui, de façon approximative, apparaissait nettement, malgré le rapprochement de l'Alaska et de la Sibérie, de l'Amérique du Nord et de l'Europe par le Groenland, et de l'Amérique du Sud avec le continent antarctique par la terre de Graham. La carte complète du globe au Carbonifère, sol océanique et masse des terres fissurées de même, portait les symboles des immenses cités de pierre des anciens, mais dans les plus tardives, le recul progressif vers l'Antarctique devenait évident. Le dernier document du Pliocène ne montrait plus de cités terrestres, sauf sur le continent antarctique et la pointe de l'Amérique du Sud, ni de cité océane au nord du 51e parallèle de latitude sud. Le savoir et l'intérêt concernant le monde du Nord, à part un tracé du littoral relevé sans doute au cours de longs vols d'exploration sur ses ailes membraneuses en éventail, était évidemment retombé à zéro chez les anciens. La destruction des villes lors du soulèvement des montagnes, la déchirure des continents sous la poussée centrifuge, les convulsions sismiques de la Terre ou des fonds sous-marins et d'autres causes naturelles étaient la matière d'information courante. Et il était curieux d'observer combien se faisaient de plus en plus rares les reconstructions à mesure que le temps passait. L'immense mégalopole qui s'ouvrait autour de nous semblait avoir été le dernier grand centre de la race, édifié au début du Crétacé, après qu'une secousse titanesque de la Terre eût anéanti une précédente, plus vaste encore, non loin de là. Toute cette région paraissait bien être le lieu sacré entre tous, où les premiers anciens s'étaient installés sur un fond marin primitif. Dans la nouvelle cité, dont nous reconnûmes plus d'un trait dans les sculptures, mais qui s'étendait sur 100 miles au moins le long de la chaîne dans chaque direction, au-delà des extrêmes limites de notre reconnaissance aérienne, on disait qu'étaient conservées certaines pierres sacrées, ayant fait partie de la première ville au fond de la mer, et qui avaient été rejetées au jour, après de longues périodes, au cours du plissement général de la strate. Chapitre 8.
Naturellement, Danforth et moi étudiâmes avec un spécial intérêt et le sentiment d'un devoir personnel tout ce qui se rapportait à la région où nous nous trouvions. Ce matériel local était évidemment très abondant et, dans le fouillis du sol de la ville, nous eûmes la chance de découvrir une maison très récente, dont les murs, bien qu'assez endommagés par une crevasse voisine, renfermaient des sculptures de style décadent qui retraçaient l'histoire de la région bien avant l'époque de la carte du Pliocène, où nous avions puisé notre aperçu général du monde préhumain. Ce fut le dernier site que nous étudiâmes en détail, car ce que nous y trouvâmes nous donna un nouvel objectif immédiat. Nous étions certainement dans le plus étrange, le plus mystérieux et le plus terrible de tous les recoins du globe terrestre. De toutes les terres qui existent, il était le plus infiniment ancien, et notre conviction grandit que ce hideux plateau devait être en vérité le fabuleux et cauchemardesque plateau de Leng, dont l'auteur fou du Necronomicon lui-même hésitait à parler. La grande chaîne montagneuse était démesurément longue, partant d'une chaîne basse de la terre de Luitpold sur la côte de la mer de Weddell et traversant pratiquement tout le continent. La partie vraiment haute s'étendait sur un arc imposant d'environ 82 degrés de latitude et 60 degrés de longitude est, jusqu'à 70 degrés de latitude et 115 degrés de longitude est, son côté concave tourné vers notre camp et son extrémité vers la mer dans la région de cette longue côte bloquée par les glaces, dont Wilkes et Mawson aperçurent les collines au cercle antarctique. Mais des excès plus monstrueux encore que de la nature étaient dangereusement proches. J'ai dit que ces pics étaient plus hauts que l'Himalaya, mais les sculptures m'interdisaient de les proclamer les plus hauts de la terre. Ce sinistre honneur revient indubitablement à ce que la moitié des bas-reliefs n'osent même pas nommer, tandis que les autres ne l'abordent qu'avec répugnance et angoisse. Il semble que ce soit une partie de la Terre antique, celle qui émergea des eaux quand la planète se fut débarrassée de la Lune et que les anciens eurent filtré des étoiles, qu'on a fini par fuir, comme vaguement et indéfinissablement néfastes. Les villes édifiées là s'étaient écroulées avant leur temps, et soudain, on les avait retrouvées désertes. Puis, quand la première grande secousse terrestre avait bouleversé la région à l'époque comanchienne, une terrible rangée de pics avait surgi brusquement dans le fracas et le chaos les plus effroyables. Et la terre avait reçu ses plus hautes et terribles montagnes. Si l'échelle des gravures était exacte,
Ces monstres détestables mesuraient beaucoup plus de 40 000 pieds de haut, bien davantage que les odieuses montagnes hallucinées que nous avions rencontrées. Elles s'étendaient, semblait-il, de 77 degrés de latitude, 70 degrés de longitude est, jusqu'à 70 degrés de latitude, 100 degrés de longitude est, à moins de 300 miles de la cité morte, de sorte que nous aurions pu entrevoir leur redoutable sommet dans le lointain indistinct de l'ouest, n'eût été la vague brume opalescente. Leur limite au nord doit être visible également depuis le long littoral du cercle antarctique, sur la terre de la Reine Marie. Certains anciens, dans les temps décadents, ont adressé aux montagnes d'étranges prières, mais aucun ne s'en est jamais approché, ni n'a osé s'interroger sur ce qu'il y a derrière. Nul regard humain ne les a jamais aperçus et, voyant quelles émotions exprimaient les gravures, je priais pour que nul ne l'ait jamais vu. Il y a des collines protectrices le long de la côte au-delà, les terres de la Reine Marie et de l'empereur Guillaume, et je rends grâce au ciel que personne n'ait pu aborder et gravir ces collines. Je ne suis plus aussi sceptique que je l'étais quant aux vieilles légendes et terreurs, et je ne ris plus à présent de cette idée du sculpteur préhumain que de temps en temps, un éclair s'arrête délibérément sur chacune des crêtes menaçantes et qu'une lueur inexplicable brille du haut de ces terribles cimes tout le long de la nuit polaire. Il y a peut-être une très réelle et monstrueuse signification dans les vieilles rumeurs pnacotiques à propos de Kadat dans le désert glacé. Mais la terre toute proche n'était guère moins étrange, même si moins indéfinissablement maudite. Peu après la fondation de la ville, la grande chaîne devint le site des principaux temples, et de nombreuses gravures montrent quelles grotesques et fantastiques tours agressaient le ciel, là où nous ne vîmes que cubes et remparts bizarrement suspendus. Au long des âges, les cavernes apparurent et furent aménagées en annexes des temples. Au cours des périodes suivantes, toutes les veines calcaires de la région furent creusées par les eaux souterraines, de sorte que les montagnes, les contreforts et les plaines à leurs pieds devinrent un véritable réseau de cavernes et de galeries communicantes. Beaucoup de structures pittoresques évoquaient des explorations en profondeur et la découverte enfin de la mer sans soleil, noire comme le Styx, qui se cache dans les entrailles de la terre. Cet immense gouffre avait sans aucun doute été creusé peu à peu par le grand fleuve qui, descendu des horribles montagnes sans nom de l'ouest, avait jadis contourné la base de la chaîne des anciens et coulé tout au long jusque dans l'océan Indien, entre les terres de Bud et Totten, sur le littoral de Wilkes. Il avait rongé peu à peu en la contournant la base calcaire de la montagne, jusqu'à ce que, ses flots l'ayant sapé, il rejoigne la caverne des eaux souterraines
pour approfondir le gouffre avec elle. Enfin, sa masse entière se déversa au creux des collines, laissant à sec son ancien cours vers l'océan. Une grande partie de la ville, telle que nous l'avions découverte à présent, avait été construite ensuite sur cet ancien lit. Les anciens, comprenant ce qui s'était passé et exerçant comme toujours leur sens artistique si pénétrant, avaient sculpté en pylônes décorés les reliefs des contreforts où le grand courant avait commencé sa descente dans les éternelles ténèbres. Ce fleuve, autrefois enjambé par des quantités de nobles ponts de pierre, était évidemment celui dont nous avions repéré de notre avion le cours disparu. Sa présence dans divers bas-reliefs de la ville nous aida à retrouver le décor tel qu'il avait été aux différentes phases de la longue, immémoriale histoire du pays. De sorte que nous pûmes dessiner un plan rapide mais minutieux des traits essentiels, jardins, édifices importants et ainsi de suite, pour guider de futures explorations. Nous pûmes bientôt recréer, en imagination, tout cet ensemble prodigieux tel qu'il était 1 million, ou 10, ou 50 millions d'années plus tôt, car les sculptures nous décrivaient exactement l'image de ces monuments et montagnes, faubourgs et paysages avec la végétation luxuriante du tertiaire. Elle avait dû être d'une beauté merveilleuse, magique, et tout en y songeant, j'oubliais presque le lourd sentiment d'oppression sinistre dont l'inhumaine antiquité de la ville, son énormité, sa torpeur, son isolement et son crépuscule glacial avaient accablé mon esprit. Pourtant, selon certains bas-reliefs, les habitants de cette ville avaient eux-mêmes connu l'étreinte d'une terreur angoissante. Car dans certaines scènes sombres, qui revenaient souvent, on voyait les anciens épouvantés, reculés, devant un objet jamais représenté dans le dessin, découvert dans le grand fleuve, et dont il était dit qu'il avait été charrié à travers les forêts ondoyantes de cycas, drapées de vignes, depuis ces horribles montagnes occidentales. Ce fut seulement dans une maison récente, aux sculptures décadentes, que nous relevâmes les signes précurseurs de la catastrophe finale qui conduisit à l'abandon de la ville. Indubitablement, il devait y avoir eu, ailleurs, beaucoup d'autres sculptures contemporaines de celle-ci, compte tenu même du relâchement des énergies et des aspirations à une époque oppressante et incertaine. En fait, la preuve de leur existence nous fut donnée peu après. Mais ce fut le premier et le seul ensemble que nous rencontrâmes directement. Nous avions l'intention de continuer les recherches, mais, comme je l'ai dit, les circonstances nous imposèrent un autre objectif immédiat. Il y aurait eu d'ailleurs une limite, car ayant perdu tout espoir d'une durable occupation des lieux, les anciens ne pouvaient qu'abandonner complètement les décorations murales. Le coup décisif, naturellement, fut l'arrivée du grand froid qui paralysa presque toute la terre
et n'a jamais quitté les pôles maudits. Le grand froid qui, à l'autre bout du monde, anéantit les pays de l'Omar et d'Hyperboréa. Quand cette évolution commença-t-elle exactement dans l'Antarctique ? Il serait difficile d'en préciser l'époque. Actuellement, on situe le début de la période glaciaire à environ 500 000 ans avant nos jours, mais au pôle le terrible fléau dut s'annoncer beaucoup plus tôt. Toute estimation chiffrée est en partie conjecturale, et il est tout à fait plausible que les sculptures décadentes aient été exécutées voici beaucoup moins d'1 million d'années, et que l'abandon effectif de la ville fut total bien avant le début du Pléistocène, il y a 500 000 ans, tel qu'il est convenu de le fixer pour l'ensemble de la Terre. Les sculptures décadentes donnaient des signes du dépérissement général de la végétation et du déclin de la vie paysanne chez les anciens. Des appareils de chauffage étaient installés dans les maisons et les voyageurs en hiver étaient représentés emmitouflés d'étoffes protectrices. Puis, nous vîmes une série de cartouches, la continuité des frises étant fréquemment interrompue dans ces dernières gravures, qui décrivaient une migration croissante jusqu'au refuge proche d'une température plus clémente. Certains fuyant vers les cités marines au large des côtes lointaines, et d'autres descendant à travers le dédale des cavernes calcaires dans les collines creuses, au voisinage du ténébreux abîme des eaux souterraines. Il semble finalement que l'abîme proche ait accueilli la colonie la plus importante. Cela, en partie sans doute, à cause du caractère sacré que gardait par tradition cette région particulière, mais plus sûrement pour les possibilités qu'il offrait de continuer la fréquentation des temples dans le dédale des montagnes et de conserver l'immense cité comme résidence d'été et base de communication avec diverses mines. Le lien avec les anciennes résidences et les nouvelles était renforcé par plusieurs plans inclinés et autres aménagements le long des voies secondaires, y compris de nombreux tunnels directs depuis l'ancienne métropole jusqu'au noir abysse. Tunnels en pente raide, dont nous dessinâmes soigneusement les entrées, selon les estimations les plus réfléchies, sur le plan que nous préparions. Il était évident que 2 au moins se trouvaient à une distance raisonnable de l'endroit où nous étions. Tous 2 à la lisière de la ville du côté de la montagne, l'un à moins d'1/4 de mile de l'ancien lit du fleuve, l'autre 2 fois plus loin peut-être, dans la direction opposée. Le gouffre, apparemment, avait par endroits des rives de terre sèche en pente douce. Mais les anciens édifièrent leur nouvelle ville sous les eaux,
sans doute pour la température plus clémente qu'elle leur assurait. La mer secrète devait être très profonde, de sorte que la chaleur interne du globe la rendait habitable pour un temps illimité. Ces êtres n'eurent manifestement aucun mal à s'adapter au séjour temporaire ou éventuellement permanent sous les eaux, car ils n'avaient jamais laissé s'atrophier leur système de branchies. Beaucoup de sculptures montraient qu'ils rendaient de fréquentes visites à leurs frères sous-marins et qu'ils se baignaient ordinairement au plus profond de leur grand fleuve. L'obscurité au cœur de la terre ne pouvait pas non plus décourager une race habituée aux longues nuits polaires. Bien que de style indiscutablement décadent, ces derniers bas-reliefs prenaient un ton vraiment épique pour relater la construction de la nouvelle cité dans le gouffre marin. Les anciens l'avaient menée scientifiquement, extrayant du cœur des dédales montagneux des blocs rocheux inaltérables et employant des ouvriers spécialisés de la ville sous-marine du Proche-Orient pour réaliser l'opération selon les meilleures méthodes. Ces travailleurs apportèrent avec eux tout ce qui était nécessaire à la nouvelle entreprise. Tissu organique du Shoggoth pour produire les porteurs de pierre et plus tard les bêtes de somme dans la cité de l'abîme, et autres matériels protoplasmiques dont on façonnerait les organismes phosphorescents destinés à l'éclairage. Une puissante métropole surgit enfin au fond de la mer Stygienne. Son architecture était très proche de celle de la ville de surface, et son exécution relativement peu marquée par la décadence grâce à la précision mathématique propre aux travaux du bâtiment. Les Shoggoths fraîchement élevés, de taille colossale et d'une intelligence singulière, étaient représentés prenant et exécutant les ordres avec une merveilleuse célérité. Ils semblaient s'entretenir avec les anciens en imitant leur voix, sorte de son musical aigu d'une gamme très étendue, si la dissection du malheureux Lake avait vu juste, et travaillaient à partir d'ordres oraux plutôt que de suggestions hypnotiques comme autrefois. Ils étaient néanmoins d'une docilité admirable. Les organismes phosphorescents fournissaient la lumière avec une remarquable efficacité, compensant certainement la perte des aurores boréales familières aux nuits du monde extérieur. L'art et la décoration continuèrent non bien sûr sans quelque décadence. Les anciens apparemment étaient conscients de cette dégradation et dans bien des cas anticipaient la politique de Constantin le Grand en faisant venir de leur cité terrestre des pièces particulièrement belles de sculptures anciennes, tout comme l'empereur, à une époque analogue de déclin, dépouillait la Grèce et l'Asie de leur art le plus accompli pour offrir à sa nouvelle capitale byzantine plus de splendeur que son propre peuple n'en pouvait créer. Si ce transfert resta d'importance limitée, c'est sans doute parce que la cité terrestre ne fut pas d'abord tout à fait abandonnée. Avec le temps, on la délaissa complètement, probablement avant que le Pléistocène ne fût très avancé. Les anciens désormais se satisfaisant peut-être de leur art décadent ou ayant cessé d'apprécier l'excellence des sculptures anciennes. Aussi, les ruines éternellement silencieuses qui nous entouraient n'avaient-elles pas subi un dépouillement systématique
bien que toutes les statues isolées de grande qualité aient été emportées. Les cartouches et les lambris décadents relatant cette histoire furent, je l'ai dit, les derniers que nous découvrîmes dans cette enquête limitée. Ils nous laissèrent l'image des anciens faisant la navette entre la ville terrestre en été et celle du gouffre marin l'hiver, commerçant parfois avec les cités sous-marines au large de la côte antarctique. À cette époque, la ville terrestre fut enfin considérée comme perdue, car les sculptures montraient beaucoup de signes des progrès néfastes du froid. La végétation dépérissait, et les terribles neiges de l'hiver ne fondaient plus guère, même en été. Le cheptel de sauriens était presque entièrement mort et les mammifères ne se portaient pas mieux. Pour continuer le travail en surface, il devenait nécessaire d'adapter à la vie terrestre certains des chogotes amorphes, curieusement résistants au froid, ce que les anciens hésitaient à faire autrefois. Le grand fleuve, à présent, était sans vie, et la mer extérieure avait perdu la plupart de ses habitants, sauf les phoques et les baleines. Tous les oiseaux avaient émigré, à part de grands manchots grotesques. Que s'était-il passé depuis ? Nous ne pouvions que nous interroger. Combien de temps avait survécu la ville dans la caverne marine ? Était-elle toujours là ? Cadavre de pierre au sein d'éternelles ténèbres ? Les eaux souterraines avaient-elles fini par geler ? Quelques anciens étaient-ils partis vers le nord devant la progression de la calotte glaciaire ? La géologie actuelle n'indiquait aucune trace de leur présence. Les terrifiants migots étaient-ils restés une menace pour le monde extérieur du Nord ? Pouvait-on être sûr de ce qui traînait ou non, même de nos jours, dans les abysses aveugles et insondables des eaux les plus profondes de la Terre ? Ces monstres pouvaient apparemment supporter n'importe quelle pression. Et les hommes de la mer avaient péché parfois des choses singulières. L'hypothèse enfin du tueur de baleines expliquait-elle vraiment les cicatrices mystérieuses et sauvages observées une génération plus tôt par Borchgrevink sur les phoques de l'Antarctique? Les spécimens trouvés par le pauvre Lake n'entraient pas dans nos conjonctures, car leur environnement géologique prouvait qu'ils avaient vécu à une époque très reculée de la cité terrestre. Ils avaient, selon leur situation, au moins 30 millions d'années. Et nous calculions que, de leur temps, la cité de la caverne marine, et en fait la caverne elle-même, n'existait pas. Ils auraient rappelé un décor plus ancien, avec partout la folle végétation du tertiaire, une cité plus jeune autour d'eux, ses arbres florissants et un grand fleuve balayant sur son chemin vers le nord le pied des puissantes montagnes en direction d'un océan tropical disparu. Et pourtant, nous ne pouvions nous empêcher de penser à ces spécimens, surtout aux 8 intacts qui manquaient au camp hideusement ravagé de Lake. Il y avait dans tout cela quelque chose d'anormal. Ces choses étranges que nous avions si obstinément attribuées à la folie de quelqu'un, ces sépultures effroyables, l'abondance et la nature des objets disparus gênaient
la résistance surnaturelle de ces êtres archaïques et les bizarres formes de vie que les sculptures montraient maintenant chez la race. Danforth et moi, en avions tant vu au cours de ces dernières heures que nous étions prêts à croire, tout en gardant le silence, beaucoup de secrets consternants et inconcevables de la nature primitive.